Alors, merci Madame Melsé et bonjour tout le monde. J'ai le grand plaisir de modérer le premier panel qui sera animé par Monsieur Ludovic Como, qui est économiste et écrivain. Il est détenteur d'un doctorat en économie. Et dans les années 90, il fut directeur de la direction monnaie et analyse économique de la Banque centrale. C'est la direction communément appelée la direction de recherche de la banque. Et ensuite, il a travaillé avec DePaul University. Là, je résume pour vous, étant donné qu'il y a pas mal d'éléments. Ce sont des personnes extrêmement expérimentées. Il y a M. Charles Cadet, qui est économiste et détenteur également de doctorat. Il est le coordonnateur de la Commission de réforme des finances publiques et de gouvernance économique, qui est une entité du ministère de l'économie et des finances. Recherche académique, il était le directeur général du Centre de technique de planification et d'économie appliquée, CTPEA, de 1990 à 1998. Et il est professeur au CTPEA encore. Il est le professeur à l'Université d'État d'Haïti, à l'Université Quisqueya. Monsieur Ansi Pierre-Louis également, qui sera avec nous. Ancien cadre de la Banque centrale, il a même occupé le poste de gouverneur et adjoint à la banque. Il est professeur à l'INAF, il est professeur au CTPEA et il a 2 masters et en économie. Notre manière de faire est la suivante. D'abord, M. Ludovic Como, qui s'avance évidemment. Il va faire une présentation de 10 minutes, une présentation PowerPoint, et on aura M. Charles Cadet, qui s'avance également, qui fera ses commentaires sur la thématique, c'est-à-dire sur le sujet. Et finalement, on aura M. Ansi Pierre-Louis qui fait le même exercice, c'est-à-dire un commentaire sur le sujet. Et ensuite, je suis là pour peut-être poser des questions, mais également pour vous accorder la parole et pour exprimer, pour lancer vos commentaires et également pour poser des questions. Donc, on commence avec votre présentation, M. Como, et on prend les 2 autres. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur adjoint, monsieur le directeur général, collègues de la BRH, collègues universitaires, chers participants. Ma présentation PowerPoint, s'il vous plaît. J'ai le clicker, mais ça ne fonctionne pas. Oui. Ça ne fonctionne pas pour la présentation PowerPoint et un technicien va venir s'en occuper. Merci. Donc, on peut commencer. Oui, je vous disais que l'idée du conseil scientifique Mais pas que ça s'avance tout seul. Il faut m'attendre. Oui. Et oui, notre idée, pour la 4e ou 5e fois, de parler de l'incontournable binôme de la recherche scientifique et du développement économique, c'est simplement pour attirer l'attention des auditeurs, vous ici présents et ceux qui sont ailleurs qu'ici, de comprendre l'importance fondamentale qu'il y a à encourager la recherche scientifique. Que ce soit la recherche fondamentale, ou comme on dit la recherche pure, la recherche des savoirs, et ce souci qu'a le scolaire de repousser les frontières de la connaissance et les limites épistémologiques que l'on peut y retrouver dans tous les domaines, mais aussi de faire savoir qu'il y a un côté pratique, et c'est ce que des fois on appelle la recherche appliquée, qui est aussi liée à la recherche fondamentale, en ce sens que les savoirs purs qui se découvrent doivent être quelque part appliqués à la vie courante, parce que quel que soit le progrès que l'on fasse, si ce n'est pas bon pour l'homme, de manière générique, l'homme et la femme, eh bien, ce n'est pas bon.
Alors là, l'incontournable binôme, lorsqu'on parle de binôme, c'est comme parler de ce rapport synergistique qu'il y a entre la recherche scientifique et le développement économique. Et mon propos, rapidement, c'est de vous dire quel est le cheminement, par quel sentier passe-t-on pour que la recherche scientifique puisse vraiment aider au développement économique. Et que finalement, aujourd'hui, que nous avons tout un record de développement économique, toute une évidence de développement économique, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, après, disons, à commencer à partir des années 1950 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça nous fait quelques 7 décennies où l'on fait l'expérience du développement économique. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre parce qu'il y a des expériences qui ont réussi, d'autres qui ont moins réussi et d'autres qui ont carrément échoué. Eh bien, cette vaste évidence que nous avons, nous permet de dire qu'il n'y a vraiment pas d'histoire de développement économique réussi et durable, parce que c'est ça avant tout, le développement économique, ça doit être durable, perdurer à travers le temps. Eh bien, il n'y a pas de succès dans ce domaine-là s'il n'y a pas vraiment une base scientifique qui puisse déboucher sur des développements techniques, technologiques, etc. Donc, alors là, maintenant, je commence par demander quels sont les moteurs de la croissance économique à long terme. Parce que, d'abord, il faut s'entendre que la croissance économique, pour qu'elle soit vraiment utile à une communauté, il faut qu'elle puisse s'étendre sur le long terme. Si l'on a une petite période de croissance économique, on en a eu plusieurs ces derniers temps dans l'économie haïtienne, où une année, je peux prendre l'exemple du retour à l'ordre constitutionnel en 1994, eh bien, pour l'exercice 94-95, on avait eu un taux de croissance d'environ 4,8%. L'exercice d'après, 95-96, c'était à 2,8%. Ensuite, on est descendu à 1,7%, je crois. Et puis après, on est tombé dans la récession. Oui? Parce qu'un problème fondamental du sous-développement chronique, c'est l'incapacité de maintenir la création de la richesse. Et on fait du succès dans le développement économique, c'est lorsqu'on puisse maintenant mener ce développement économique à long terme. Et nous allons voir quels sont les moteurs du développement économique à long terme. Parce que et le long terme s'entend d'au moins 15 à 20 ans, cela veut dire l'émergence d'une nouvelle génération. Donc, on fait un bond générationnel, un bond qualitatif qui permet que la nouvelle génération qui s'en vient connaisse une vie meilleure que celle qui l'a précédée. Parce que finalement, c'est ça le progrès économique, que chaque nouvelle génération ait une meilleure qualité de vie que celle qui l'ont précédée. Donc, quels sont les moteurs? Simplement dit, je ne contrôle pas vraiment, ça fait ses affaires. Non, je ne touche pas, parce que là, je suis habitué à ça. Je ne touche pas, mais ça va tout seul, là. Et donc, il y a une fonction qui fait qu'automatiquement ça avance. Si on pouvait bloquer la fonction, s'il vous plaît, à l'arrière, et me laisser faire les déplacements moi-même en termes de changement de slide. Oui. Donc, quels sont les moteurs de la croissance économique à long terme? Eh bien, le gouverneur adjoint en a parlé en passant dans sa présentation. Eh bien, un facteur clé de la croissance économique à long terme, c'est-à-dire de la capacité à soutenir la création de la richesse dans l'économie nationale, eh bien, c'est la productivité. Et c'est quoi la productivité? Eh bien, c'est la capacité à donner plus de rendement. Donner plus de rendement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la capacité à donner plus de production, plus d'extra, pas vrai? À partir de la même quantité de matières premières, à partir de la même quantité d'intrants. Et là, c'est l'une des façons de créer la richesse, que l'on augmente sa technologie, on augmente ses capacités productives de façon à ce que, lorsqu'on produit à partir des mêmes intrants, on puisse donner beaucoup plus d'extra. Et là, maintenant,
la productivité, et je ne cesserai de le dire, il faut qu'elle puisse persister et croître. C'est le deuxième paragraphe. Cependant, la productivité n'est utile que si elle persiste et croît à travers le temps. D'où la nécessité de stimuler la croissance à long terme de la productivité afin d'en assurer la durabilité, la sustainabilité. Et là, maintenant, je vous ai parlé de la période 94-98. On a une petite période de croissance, ça n'est pas resté. Eh bien, on pourrait prendre une autre période. Au début des années 2010, il y a eu une petite période de croissance économique, 2011, 2012, 13, 14, et puis on est retombé dans la récession. Et là, on pourrait même remonter un petit peu plus haut, là, les années 1970, qui était une belle période de croissance économique de l'économie haïtienne, où les exportations avaient des taux de croissance. En fait, pendant la décennie, toute la décennie des années 70, les exportations haïtiennes avaient un taux de croissance annuel moyen de 16% environ, ce qui est extraordinaire, pas vrai? Mais on a perdu tout ça à partir des années 1980. Donc, faire de la croissance, c'est presque inutile si on ne peut pas la maintenir sur au moins une génération, 15 à 20 ans. Et une fois qu'on a fait 15 à 20 ans, cela veut dire qu'on est entré dans des réflexes de production, dans des réflexes de comportement collectif qui soit favorable à la croissance. Et puis maintenant, on est sur le chemin du développement économique. Et c'est quoi ça, le chemin du développement économique? Eh bien, c'est tout simplement l'émergence d'une grande classe moyenne. Pas vrai? C'est ça, le développement économique. Lorsqu'on n'est pas développé, c'est qu'on est pauvre. On est pauvre quand on a 70, 80, 90% de sa population à être dans la pauvreté. Eh bien, on entre dans le développement économique quand on peut faire une grande vague, se déferler dans la société et dans l'économie pour que d'ici une génération, la très grande majorité de la population sortent de la pauvreté à la classe moyenne. Alors, quand on dit la classe moyenne, maintenant, il y a différents niveaux de classe moyenne, mais au moins, on n'est plus pauvre. Il y a un petit minimum que la population peut avoir pour mener une vie relativement décente. Donc, il faut assurer la durabilité de la productivité. Donc là, maintenant, un terme un petit peu plus technique, une approche, disons, un peu plus technique de la notion de productivité, eh bien, c'est l'idée de productivité totale des facteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'études empiriques, des études scientifiques qui se font en économie pour comprendre que ce qui alimente la croissance et la capacité productive des nations, et particulièrement certaines nations de la zone de l'Asie du Sud-Est. Il y a eu, dans les années 70, 80, les tigres de l'Asie du Sud-Est, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, etc. Mais il y a maintenant l'expérience de la Chine qui, pendant ces 40 dernières années, a commencé un processus de développement économique en épousant des principes du capitalisme tout en restant un régime autoritaire à tendance communiste. Eh bien, ils ont commencé à la fin des années 70, commencement des années 1980. Eh bien, après les fameux 20 ans dont je vous ai parlé, eh bien, la Chine, maintenant au début des années 2000, avait fait sortir près de 700 millions de Chinois de la pauvreté et les avait fait entrer dans une classe moyenne. Et ils ont fait un deuxième 20 ans, maintenant, année 2000 à 2020. Eh bien, aujourd'hui, c'est la deuxième grande puissance, pas vrai? C'est une grosse économie, etc. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de géopolitique. Donc, là, maintenant, l'idée de productivité totale des facteurs, c'est de comprendre, d'investiguer comment la productivité multifactorielle, parce que là, vous voyez, nous parlons de la productivité en général, mais s'il faut être un peu plus pointu, il y a plusieurs facteurs de production qui entrent en jeu quand il s'agit de faire le développement économique. Et alors, comment déterminer, comment départir la contribution des différents facteurs? Les deux grands facteurs étant le capital humain, les ressources humaines, qui désormais, en théorie du développement moderne, est reconnu comme le principal moteur du développement économique, mais aussi toutes sortes de facteurs, capital physique, naturel, etc., mais toujours sous la houlette du capital humain, des ressources humaines, puisque on a vu aussi, dans l'évidence du développement économique, des pays qui ont à peine
des ressources naturelles, certains qui n'en ont pas du tout. Prenons le cas de la Corée du Sud, qui aujourd'hui est la 12e ou la 13e économie mondiale. Eh bien, la Corée du Sud, c'est un petit territoire comparé aux grandes économies à dimension continentale. Hein, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, un petit peu moins, mais le Brésil, la Chine, Cuba est plus gros, pardon. Cuba est plus gros que la Corée du Sud. La Corée du Sud est un petit peu, à peine plus grande en termes de superficie que l'île d'Haïti. Et voilà, ils sont passés d'une situation où, au milieu du XXe siècle, ils étaient en termes de revenus per capita, ils étaient plus pauvres qu'Haïti. Et puis voilà qu'aujourd'hui, c'est la 13e économie mondiale. C'est extraordinaire. Donc, c'est toute une série de facteurs qui permettent un tel succès. Et si vraiment on veut être efficace, c'est-à-dire utilisation au maximum de rendement des ressources toujours rares disponibles, eh bien, il faut que l'on puisse déterminer quels sont les mécanismes sous-jacents des processus de production, quelle est la question de productivité totale des facteurs. On a différents facteurs, maintenant la productivité totale, et il y a des modèles très sophistiqués où l'on puisse départir, pas vrai, faire le décompte des diverses contributions pour savoir est-ce qu'il y a un facteur sur lequel il faut appuyer plus pour avoir encore plus de rendement. Donc, voilà. Alors, maintenant, à côté de la productivité, il faut maintenir la productivité, ouais, parce que là, nos besoins augmentent, les populations augmentent, et il y a aussi le phénomène de dépréciation, le stock de capital physique que l'on a se déprécie et qu'il faut remplacer. Et quand la population augmente, eh bien, il faut venir avec des ressources nouvelles, de nouvelles écoles, de nouveaux services de santé, etc., etc. Eh bien, il faut maintenant que l'on puisse augmenter la capacité, augmenter la productivité, la capacité productive de l'économie. Eh bien, un moteur clé du maintien de la productivité à long terme, c'est l'innovation. Pas vrai? C'est par l'innovation que les processus de production font montre d'efficacité et d'efficience sans cesse accrues. Puisque nos besoins ne cessent de s'accroître, eh bien, il faut que nos capacités à en prendre soin s'accroissent également. Hein? Et lorsqu'on parle de la nécessité que le processus de production fasse montre d'efficacité et d'efficience, eh bien, l'efficacité, c'est la capacité à produire des effets. Hein? Efficacité, c'est-à-dire beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de production à partir d'une certaine quantité d'intrants. Et l'efficience, maintenant, c'est de prendre en compte le problème fondamental des sociétés humaines, qui est le problème de la rareté, quelle que soit la richesse relative d'un pays, quelle que soit la quantité de ressources, tant physiques que naturelles. Il y a le temps. Un petit peu plus vite. Je parle vite, là. Donc, il faut peut-être parler moins. Avec les slides. Avec les slides. Merci. Donc là, maintenant, rapidement, donc l'efficience, c'est la capacité, pas vrai, d'être très économe, de ne pas gaspiller les ressources rares qu'on a. Alors maintenant, pour avancer, l'évidence empirique, c'est-à-dire que c'est des résultats que l'on trouve, qui viennent d'études techniques, d'études scientifiques. Donc, l'évidence empirique produit 3 observations. Première observation, c'est que la recherche scientifique fondamentale, recherche pure, produit plus d'effets sur plus de secteurs, dans plus de pays et sur une période plus longue. Donc là, je ne vais pas élaborer comme je faisais tantôt, par souci du temps, mais la recherche pure. C'est-à-dire, c'est la recherche pour la recherche. Donc, c'est comme la BRH qui lance son programme de fonds pour la recherche et le développement. Eh bien, certainement, il y a un but utilitaire. Eh bien, le but utilitaire, c'est parce qu'on sait que la recherche scientifique fondamentale, mais aussi la recherche appliquée. Pas vrai, la recherche appliquée qui, souvent, est menée à des fins commerciales un petit peu plus, je dirais, cherchant le profit, mais c'est pas un problème, c'est bon, on trouve des moyens aussi. Mais si vous avez des chercheurs qui vont dans les processus fondamentaux des phénomènes et qui veulent faire des recherches, il faut qu'ils puissent trouver des ressources. Hein? Et donc, la recherche fondamentale, hein, comme je viens de lire, donc je ne vais pas répéter, et pour avancer, la deuxième évidence empirique que l'on trouve, c'est que le transfert des connaissances entre nations est un moteur clé de l'innovation. Oui, et là, maintenant, on parle de la synergie à être en coopération d'affaires.
avec des voisins, ou encore même avec des pays beaucoup plus loin géographiquement. Dans ce sens que lorsque maintenant des pays trouvent de nouvelles techniques, trouvent de nouveaux savoirs, eh bien, il faut, pas vrai, établir des relations, prendre des dispositions pour que ce progrès épistémologique soit pour l'humanité entière et qu'il ne soit pas nécessaire d'aller réinventer la roue. Une fois qu'il y a une technique qui est inventée, eh bien, il faut qu'on puisse l'utiliser. Et le résultat aussi montre que les transferts de technologie permettent aux nations en voie de développement d'avoir accès à la recherche produite dans des nations économiquement plus avancées. Alors, bien entendu, il y a des cas où des nations ne veulent pas trop laisser particulièrement des rivales, avoir accès à des technologies sensibles. Mais en général, les nations partagent leurs trouvailles parce que c'est une source aussi d'affaires, une source de business, une source de revenus et d'amélioration de la balance commerciale du pays. Et la troisième évidence, c'est que le type d'innovation nécessaire à la croissance à long terme peut être stimulé, d'une part, par une collaboration scientifique transfrontalière, qui renforce ce que je viens de dire, et d'autre part, par des politiques de support financier à la recherche fondamentale. Là, pas besoin de pérorer. Support, c'est ce que la BRH fait, et éventuellement, je ne connais pas d'autres instances de l'État qui fassent le même programme. Donc, c'est un exemple qui est donné, et il faudrait que, on l'a dit hier, je crois, qu'il faut que l'État haïtien, pas vrai, consacre une portion du budget à supporter la recherche. Alors là, rapidement, je vous donne, pour terminer, je vous donne quelques éléments, quelques résultats, disons, de recherche. Un exemple empirique, eh bien, c'est l'impact de R&D, recherche et développement, sur la croissance et la productivité aux États-Unis. Alors, il y a toujours une confusion qui se fait, laissez-moi la clarifier tout de suite. Oui, quand on dit recherche et développement, on ne parle pas là de développement économique en tant que tel. Le développement ici s'entend du fait de prendre les nouvelles connaissances, les nouvelles théories qu'on a développées et de, en fait, les développer en termes de les rendre pratiques, de pouvoir être appliquées dans la vie réelle. C'est pas le développement économique. Donc on a eu ce problème dans le fonds BRH pour la recherche et le développement. Quelqu'un a soumis un projet de développement économique, pas vrai? Et on a dû expliquer, non, c'est pas développement économique, mais c'est développement en termes de développement de nouvelles techniques, de nouveaux savoirs en termes de production. Donc là, maintenant, la recherche et le développement a un effet, alors premier point, a un effet important à la fois sur la production et la productivité totale des facteurs au niveau des États à long terme. Donc ça, c'est démontré. En fait, j'ai pas voulu mettre plus de statistiques, mais c'est démontré dans des études aux États-Unis. Il y a cette synergie entre les 50 États, parce que c'est le seul cas d'une grande économie, d'une large économie ouverte, et chaque État peut fonctionner comme une économie relativement autonome. Donc, c'est un cas unique sur la planète où l'on puisse faire des études de diverses économies et comment elles peuvent influencer l'un l'autre. Second bullet point, c'est l'élasticité de R&D dans un État est en moyenne. Bon, là maintenant, ça me prendrait un petit peu trop de temps, mais l'élasticité, laissez-moi dire rapidement ce que c'est. Eh bien, l'élasticité en économie, c'est une mesure de réaction, une mesure d'impact. Donc, si maintenant il y a un facteur qui a un impact sur un autre facteur, eh bien, la réaction de l'autre facteur à cet impact-là, quand elle se mesure, eh bien, la mesure, c'est ce qu'on appelle, en fait, le degré de mesure, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Donc là, maintenant, vous pouvez voir ça sur le site, parce qu'il me faudrait donner des explications, mais on n'a plus le temps, donc laissez-moi avancer et dire que les implications, on va conclure par cela, les implications pour les politiques publiques, de l'importance incontournable de l'interaction, du binôme recherche scientifique et développement économique. Maintenant, les responsables publics, les décideurs publics, devraient comprendre que la recherche mérite le support d'investissements publics tels que ceux
engagés précisément par la Banque centrale via le fonds BRH pour la recherche et le développement. Et c'est d'autant plus le cas que par la suite, de tels investissements rapporteront largement ce qu'ils ont coûté. Voici un élément essentiel, un élément motivateur pour investir des ressources dans la recherche. Hein? C'est toujours comme ça. Lorsqu'on investit dans la recherche, eh bien, le résultat de ces investissements-là, c'est que les fonds, les ressources qui avaient été utilisées, qui avaient été engagées dans ce processus-là, sont toujours retournés avec des bénéfices, avec du surplus. Donc, en fait, l'État haïtien a intérêt à suivre l'exemple de la BRH en s'engageant de façon systématique dans le financement de la recherche fondamentale. Et après des décennies d'une instabilité sociopolitique désormais exacerbée, la poursuite du potentiel d'effet multiplicateur de croissance que renferme le développement de la recherche fondamentale peut inciter la croissance à long terme chez nous, favorisant du même coup l'accroissement des revenus fiscaux, indispensable au recouvrement par l'État haïtien de sa capacité à exercer ses fonctions régaliennes comme un bon père de famille. Merci. Merci beaucoup. Mais, Monsieur Charles Cadet, vraiment 5 minutes pour une réaction sur la thématique et après, parce qu'on est déjà dans les confins du temps. Vraiment, on est dépassé déjà par le temps. Merci, Monsieur Komo. Merci. 5 minutes pour réagir par rapport à tout ce qu'a dit mon collègue professeur Komo, n'est-ce pas? Et alors, j'ai écouté là, tout à l'heure attentivement, mais avant, j'avais lu, disons, un texte qu'il nous avait envoyé hier soir, je crois. Et à partir de là, personnellement, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée, c'est-à-dire, j'ai eu envie de confronter ce que le professeur Komo a développé, la dialectique innovation, développement, ou bien encore progrès technique, développement, avec l'évolution économique haïtienne. Je me suis dit, il ne serait peut-être pas mauvais, sans entrer dans trop de détails, puisque vous nous avez donné que 5 minutes, n'est-ce pas, essayer de nous projeter dans l'histoire économique d'Haïti et de voir comment Haïti, disons le développement en Haïti, s'est confronté à cette dialectique progrès technique et développement. Alors, comment dire, il faut périodiser d'abord l'histoire d'Haïti. Et là, moi je considère qu'il y a 3 grandes périodes. Docteur Komo tout à l'heure en a parlé d'une, de la dernière, je dirais, mais il faudrait commencer par parler de la première période de l'évolution économique en Haïti, qui va de 1804 jusqu'à 1915. Les historiens haïtiens parlent, disons, du long 19e siècle haïtien. 1804, 1915, c'est-à-dire l'occupation américaine. C'est la première période. La deuxième, ce serait, par exemple, de 1915 jusqu'à la fin des années 60. Et puis, à partir des années 60, le docteur Komo en a parlé tout à l'heure, jusqu'à nos jours, si je peux, jusqu'à nos jours. Enfin, les années 60 jusqu'aux années 80, mettons, parce qu'à partir de 80, l'économie haïtienne s'effondre. On a 10 années, 13 années, je crois, si ma mémoire est bonne, disons de décroissance, de dépression profonde. Et à partir des années 90, bon, il y a une remontée, légère remontée, mais une croissance qu'on peut qualifier de croissance molle. Alors, quand je prends Haïti, le docteur Komo a parlé de croissance sur le long terme, n'est-ce pas? Alors, si je prends la première période, la période de croissance sur le long terme va de 1855 en Haïti jusqu'à 1888 à peu près. Mais à l'époque, c'était notamment la croissance des exportations, ce n'était pas forcément la croissance dont on parle aujourd'hui. Non, c'est la. Alors, bien entendu, vous avez parfaitement raison de souligner cela, mais je ne voulais pas rentrer dans le détail. Et vous savez que la comptabilité nationale haïtienne a commencé au début des années 50. Et donc, pour parler de croissance économique, il faut
trouver des indicateurs. Et l'indicateur qu'utilisent en général les chercheurs sur Haïti pour la période qui précède les années 50, c'est justement les exportations. Alors, dans le cas du 19e siècle, et comme Haïti était tourné surtout vers l'extérieur, vers la France en particulier, alors on va choisir les exportations haïtiennes vers, disons, la France. Bon, je ne voulais pas rentrer dans ces détails parce qu'on n'est pas là pour, n'est-ce pas, si j'ai bien compris, pour longtemps. Donc, alors, quand on analyse ces exportations comme indicateur, comme proxy, comme disent les économistes, n'est-ce pas? Quand on analyse ces exportations, de 1855 à la fin des années 90 du 19e siècle, vous avez une longue période de croissance. Et comment expliquer la dynamique, la dialectique, progrès technique, disons, progrès technique développement pendant cette période-là de croissance longue? C'est prouvé, enfin, statistiquement, on l'a prouvé en partie de l'indicateur des exportations. Vous aurez l'occasion peut-être de consulter ces travaux-là. On va les publier, n'est-ce pas? Mais donc c'est prouvé. Alors comment comprendre la dynamique progrès technique développement? À cette période, justement, l'augmentation de la productivité ne peut s'expliquer que par deux facteurs. Ce n'est pas le capital qui a joué un rôle, d'après les travaux conduits par les chercheurs haïtiens du 19e siècle. Il y a eu très peu d'amélioration sur le plan technique en Haïti pendant cette période-là. Par contre, il y a eu, disons, des progrès sur le plan de l'agrandissement de l'espace agricole haïtien. Disons qu'on a conquis les montagnes haïtiennes, enfin les pays haïtiens ont conquis les montagnes haïtiennes de 1850, surtout de 1850 jusqu'à la fin, disons, des années 90 du 19e siècle. Donc on a eu une augmentation de l'espace agricole. En même temps, on a eu un accroissement, disons, et assez important de la population active, disons, haïtienne. Et donc, pour les chercheurs haïtiens qui ont travaillé sur cette période-là, cette dynamique qu'on a, ce n'est pas une dynamique, disons, où il y a de l'innovation, c'est une dynamique de ce qu'on appelle un mode extensif, disons, de croissance. La croissance ne s'explique que par l'augmentation des facteurs de production, terre et travail, et non par l'innovation. Je laisse tomber cette période, je passe maintenant à la deuxième période. La deuxième période, c'est la période, disons, qui démarre avec l'occupation américaine, n'est-ce pas? Et qui va se terminer à la fin des années 60. Alors, si on recherche pendant cette période-là, la longue période de croissance dont parlait, disons, le docteur Como, je prends une étude économétrique qui a été réalisée par un économètre haïtien que connaît très bien Annecy, Jacques Villegrain, l'ancien directeur général, disons, de l'IHSI. Il a déterminé, je dirais, 3 périodes pendant cette longue période que j'ai citée, 1915 jusqu'à la fin des années 60. 1917-1932, 1932-1939 et 1939 jusqu'aux années 50, de la première moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Pour lui, la première, il ne s'est rien passé entre 1917 et 1932. On a eu un effondrement d'Haïti entre 1932 et 1939. Par contre, à partir de 1939, vous avez une longue période de croissance. Alors, bien entendu, l'indicateur, ce sont les exportations. C'est une étude économétrique. Bon. Comment expliquer la croissance? Il y avait, pendant cette période-là, il y avait 3 vecteurs. Il y a l'économie agricole, avec les plantations d'un côté et l'économie paysanne de l'autre. Deuxièmement, il y a les industries agricoles et minières, 2. Et puis, troisièmement, il y a eu le démarrage du tourisme en Haïti. Ce sont les vecteurs. Et quand on étudie, on reprend maintenant la confrontation, la dialectique progrès technique et développement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, par exemple, les plantations capitalistes des Américains n'ont pas amené tellement de progrès technique par rapport à l'économie paysanne, d'après les études qui ont été réalisées.
De sorte que ce qui a joué à ce niveau-là, c'est uniquement l'accroissement de la population active et donc l'accroissement du facteur travail. Par contre, si je prends les industries agricoles et minières, c'est-à-dire sisal, sucre, transformation partielle et disons du café et les industries, les huiles essentielles, n'est-ce pas? Et si je prends et les industries minières, donc le cuivre, la bauxite, dans le cas de la bauxite, c'est le facteur capital, hein, très peu d'utilisation de main-d'œuvre, mais disons, on a un secteur très intensif en capital. Par contre, dans le cas des industries agricoles, c'est surtout, disons, très peu. Enfin, il y a un facteur capital qui est moyen, qui n'est pas au niveau d'une industrie minière. Si je prends le tourisme, c'est uniquement, disons, le travail. Donc, c'est pour parler n'est-ce pas, de cette dialectique. Maintenant, la troisième période, et puis je termine, et je donne la parole à mon ami Annecy, n'est-ce pas? Alors, et la troisième période, c'est la période dont parlait le docteur Como, qui commence à la fin, en fait, très précisément, en 1968, n'est-ce pas? Et qui se termine en 1980. 13 années de croissance. Ces 13 années de croissance, quand vous les vecteurs, c'est trois choses. C'est la sous-traitance, les industries de substitution aux importations, et puis le tourisme. Mais en tout cas, j'ai un gros problème, je dois gérer le temps, mais j'ai des commentaires en même temps. Et quand on regarde cette période, justement, la contradiction avec l'international, j'aimerais un petit point sur ça, c'est que c'est la période qui fait suite à ce qu'on appelle les Golden 60s en économie, c'est-à-dire une longue croissance au niveau international d'environ, une croissance qui a commencé, on va dire, des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale et qui a terminé dans les années 60. C'est-à-dire le monde était en croissance et ça a pris fin dans les années 60. Mais maintenant, Haïti n'a pas profité de cette période, Haïti a profité d'une période d'après. Je voudrais savoir pourquoi. Il y avait les Golden 60s, la croissance mondiale qui était déterminée par... Non. Alors, entendons-nous, hein. Il y a eu une première mutation de l'économie mondiale au début du XXe siècle. Et c'est pardon, excusez-moi. Je m'excuse. Hein. Oui. Oui, au début du XXe siècle. À ce moment-là, vous avez eu... Haïti est rentré dans le circuit avec les Américains. N'est-ce pas? En principe, on a mis en place des structures capitalistes de production. Exploitation dauphins et tout, les industries agricoles, les industries minières, etc., les industries, les huiles essentielles, etc. Et tout ça, c'est une première phase où l'on valorise les produits primaires, hein, une phase de valorisation des produits primaires, aussi bien agricoles que miniers. Mais vers la fin des années 60, il y a une mutation au niveau mondial, hein, une mutation de l'économie mondiale. Bien sûr. Hein, et cette mutation avec, disons, les firmes multinationales qui s'implantent dans les pays du tiers-monde et qui, en même temps, se mettent à produire des biens manufacturés. Bien. C'est cette phase. Voilà, Haïti rentre là-dedans. Haïti rentre dans cette phase-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a eu par la suite la sous-traitance, on a eu les ICI, etc. C'est un facteur essentiel quand on explique les 13 années de croissance. Oui, donc c'est ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a mutation de l'économie mondiale, on a l'impact au niveau national, soit positif, soit négatif. Dans le cas actuel, c'est négatif. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Esmeralda nous donne 5 minutes pour finir. Peut-être qu'avec M. Annecy Pierre, je ne sais pas si je peux poser une question. En tout cas, dans la présentation, évidemment, on voudrait regarder la synergie et recherche scientifique et développement économique. Mais, M. Pierre, et je crois qu'il y a un problème. Les acteurs, dans les présentations, on ne voit pas encore les acteurs. C'est-à-dire que quand on parle de recherche scientifique, c'est vrai, on dit l'État, on dit le fonds BRH en général, mais si vous regardez les sociétés capitalistes en général, ce sont les entreprises privées qui donnent le ton. Allez regarder la Silicon Valley, par exemple. Ils ont financé la recherche à l'intérieur de l'université, qui suit un ensemble de processus, et après, l'innovation, évidemment, est profitée par les entreprises. On est d'accord qu'il y a d'autres cas, par exemple, quand vous regardez des agences américaines gouvernementales, justement, qui font de l'innovation, FBI, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les acteurs? Quels sont le rôle des acteurs, justement, dans la question de l'innovation qui va, justement, favoriser le développement économique? Qu'est-ce que, dans votre intervention de peut-être 3 minutes. Non. Définitivement, on va décrescendo. Bon, pas de problème, je vais essayer de m'accommoder. Bon,
j'ai comme l'impression que finalement tu as lu dans mes pensées. Je m'excuse de doter mes verres pour pouvoir voir. C'est comme ça que je vois. Pour réagir par rapport à la proposition d'Enomi, moi, le constat que je fais, et c'est précisément de quoi je veux parler précisément des acteurs. Et lorsqu'on parle d'acteurs en matière de relations entre la recherche et le développement et le développement économique, je dirais socio-économique pour être un peu plus explicite, il y a fondamentalement trois acteurs. Il y a, disons, le secteur privé, il y a le secteur public, et puis il y a l'université. Alors, je voudrais parler en fait un peu, je dirais, des conditions minimales de réalisation de cette synergie dont a parlé le docteur Komo tout à l'heure. Un premier élément pour moi qui a à voir avec cet effet de synergie, il y a un besoin en Haïti, je dirais, d'appropriation par les nationaux de l'acte d'observation scientifique de notre réalité. Hier, par exemple, le docteur Théard a parlé d'une recherche qui a été effectuée dans les années 2011, je crois, et qui a été publiée à l'extérieur. Et le docteur Samuel a parlé d'un problème fondamental du financement de la recherche et du développement en Haïti et par l'État, et qui est quasiment un domaine, c'est le secteur, c'est l'international ou la coopération externe qui a investi en Haïti jusqu'à, il l'a bien noté, jusqu'à l'initiative de la Banque centrale il y a précisément 3 ans, en 2020. Il a commencé en 2020. Le docteur Pressoir lui-même a noté qu'il y a eu un changement, et je suis un peu dixique de ce côté-là, de paradigme dans les années, à la fin des années 70, montrant un peu ou bien suggérant qu'il y a eu un certain effort de recherche et de développement en Haïti jusqu'à la fin des années 70, début années 80, et qu'il y a un changement, un shift quelque part à partir des années 80, et précisément ces années 80 dont parle le professeur Cadet, il y a une sorte de coupure, une sorte de césure dans les années 80, 1980 donc en Haïti, et précisément les 13 années de croissance dont a parlé le docteur Cadet prend fin en 1980 précisément. Et de 1980 jusqu'à aujourd'hui, finalement, on a comme l'impression, et par contre, on a l'impression, les statistiques le montrent, on a quasiment une croissance moyenne nulle. Une croissance moyenne nulle de 1980 à aujourd'hui. Et encore qui s'est empiré avec les 4 dernières années, etc. Donc, il y a quelque part l'idée que un besoin d'une appropriation, je dirais, de cette relation, de cette relation entre la recherche et le développement et l'activité économique, le développement de l'activité économique, le développement économique d'une façon générale. Ce faisant, cela devrait entraîner, je dirais, une meilleure applicabilité des recherches en Haïti. Parce que dès lors, l'impression que l'on a l'impression que l'observateur, finalement, c'est l'extérieur en Haïti, lorsqu'il s'agit de problèmes de recherche, d'une façon générale, que ce soit de recherche appliquée ou bien de recherche de compréhension de la réalité haïtienne. Et lorsque on a cette relation, on a comme l'impression que les chercheurs regardent Haïti, puisque ce sont des étrangers, comme des chercheurs qui regardent, en fait, son cobaye. Nous sommes comme des cobayes qu'on regarde, et vous savez très bien que finalement, lorsque le chercheur vous regarde avec ce regard froid, comme si vous étiez un cobaye, les propositions de solutions par rapport à votre problème sont des propositions qui sont dans sa tête. Et ça risque d'être des propositions à la manière, par exemple, de la façon dont le roi du Congo avait vu précisément le Congo un peu au début de la colonisation du Congo, et qui a vu en fait l'Africain comme totalement un objet. Et on a l'impression qu'il a cette forme de rapport qui, bien sûr, qui a pris un contenu plus ou moins moderne au XXe, XXIe siècle, etc., par rapport à cette réalité de compréhension, à ce problème de compréhension de la réalité haïtienne. Donc, il y a un besoin d'appropriation de cette relation observateur-observé, que ce soit précisément l'observateur que ce soit nous, et que précisément on s'observe, et il y a un besoin donc, en s'observant, d'avoir un regard différent et de proposer des choses différentes par rapport à ceci.
Maintenant, je veux bien avoir un regard, je dirais, praticien sur la question. C'est vrai que les regards qui ont été posés jusqu'à présent par Ludovic et le docteur Cadet sont des regards, je dirais, plutôt, je dirais, savants de la question, si vous me permettez. Mais je voudrais avoir un regard qui ne soit pas fondamentalement non savant, mais praticien, dans le sens où, si on regarde en fait ce besoin, par exemple, d'appropriation de la question de regard sur nous, de la question de recherche en Haïti par rapport à son application, à ses applications, il faut voir, par exemple, ce besoin d'appropriation de notre système éducatif en Haïti. Écoutez, l'éducation en Haïti est quasiment, la vision de l'éducation est dégagée par l'extérieur. La gestion est assurée par en Haïti. On a comme l'impression que finalement, on est des gestionnaires de gens qui sont là au conseil d'administration et qui nous disent comment faire les choses. Et c'est l'international. Et ils ont besoin d'appropriation de ceci à un certain moment. Deuxièmement, du système de santé. C'est l'extérieur encore qui regarde, qui définit et qui a une vision de notre système de santé. Et qu'il finance aussi, comme l'éducation. Troisièmement, de notre système de production agricole. Et ça, ce sont des trois composantes fondamentales pour que finalement nous soyons un pays avec un potentiel de développement, un potentiel, je dirais, auto-entretenu, de croissance, donc de développement. Excusez-moi du donc en termes de relations de causalité. Je sais très bien que croissance justifie pas développement et on est tous d'accord sur la question. Mais de toute façon, la croissance est une condition pour moi fondamentale dans tout processus de développement. Donc il y a un problème de cette appropriation. Et puis, pour être après vite, comment le faire finalement? Moi, je pense qu'il faut penser à la diaspora. Hier encore, le professeur Samuel disait avec une statistique qui m'a donné, j'avais une idée, mais je ne savais pas que c'était quelque chose de franc et défini. 84% de tout ce qui est produit comme connaissance en Haïti, je veux être un peu rébarbatif en disant de façon assez vulgaire, hein, pour chaque 100 personnes qui ont fait des études, je dirais, après la philo, jusqu'à l'université avancée, etc., 84% sont à l'extérieur. Donc, il y a un besoin, finalement, d'utiliser la diaspora. Quand je dis utiliser, c'est une façon de dire la chose, mais que ce soit la diaspora soit une composante intégrée, totalement intégrée dans cette façon de cette appropriation. Puisqu'ils ont les compétences, ils ont le savoir, et nous avons cette façon de savoir, mais nous avons une capacité à nous regarder de façon beaucoup plus compatissante par rapport à eux-mêmes qui sont à l'extérieur, parce qu'ils ont quand même le défaut de l'étranger qui regarde de l'extérieur. Donc il y a une façon de faire ça avec eux pour cette appropriation. Je dirais comme deuxième élément, pour aller un peu vite. Ouais, donc, deuxième et troisième ou deuxième et dernier? Deuxième et troisième. Hein? Et bien, je vais aller vite. La deuxième chose, c'est pour être un peu praticien. D'accord? Je dis, il y a un besoin aussi à un certain moment que je prends l'exemple de l'outil fiscal. Et hier, le docteur Samuel en a parlé. Il y a un besoin, par exemple, de ce que finalement le domaine fiscal soit un outil de développement. En Haïti, la fiscalité n'est pas utilisée du tout dans la gestion. Et c'est la fiscalité qui a un rôle fondamental à jouer, mais pas le budget. Moi, j'entends tout le monde parler de budget en Haïti. Pour moi, c'est un détail. C'est un détail parce qu'en fait, on a besoin de transformer. Si on ne peut pas transformer sans avoir une fiscalité de développement en Haïti. Et si on parle de développement, précisément de recherche et développement, il a parlé d'incitation. Et il a parlé de la nécessité à un certain moment qu'on ait jusqu'à, dans un premier temps, quelque chose comme 1% du budget, comme avant un nid budgétaire de 1%, pour financer l'activité de recherche et de développement en Haïti. Mais je prends un exemple encore beaucoup plus, je dirais beaucoup plus, enfin, c'est le même, dans la même lignée, on regarde beaucoup plus concret et direct. Pressoir hier, docteur Pressoir, il a parlé hier du fait que le riz blanchi en Haïti, du riz blanchi en Haïti, ça ou du riz blanc, le riz blanc en Haïti. En fait, nous sommes, avec le Venezuela, il l'a dit, les deux seuls pays au monde qui importent le riz blanchi. C'est son expression, et j'aime bien son expression. Le riz blanc que nous avons. Parce que les autres pays qui importent beaucoup de riz, etc., enfin, ces autres pays-là importent le riz à paille. C'est son expression. J'aime bien sa façon
des fois très haïtien, avec une sorte de néologisme haïtien, de dire les choses. Importe du riz à paille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres pays importent le riz, mais font une transformation du riz. Utilisent la paille, par exemple, pour faire d'autres activités. Par exemple, pour engraisser les cochons, engraisser les animaux, etc. Il n'y a même pas ça, cet effort de transformation du riz en Haïti. C'est-à-dire que notre secteur privé en Haïti importe le riz, je dirais, jusque dans son essence finale, en termes de consommation finale, jusqu'à dans son élément final, qui est précisément le riz. Or, il y a une certaine fiscalité qui pourrait se faire, et qui pourrait changer ceci, et qui pourrait créer de l'emploi, etc., etc. Donc, par rapport à la question fiscale, on peut même envisager des situations où on peut même créer tout un écosystème autour de la fiscalisation, de cette question de riz ou autre, etc., par rapport à la question de recherche et de développement. Inciter, par exemple, les entreprises d'une certaine facture, de certain niveau en Haïti, à s'impliquer dans la recherche et développement, avec comme contrepartie, par exemple, des crédits fiscaux. Et bâtir autour de ceci en créant même jusqu'à des activités de titrisation avec ces entreprises-là, en créant, en fait, faisant en sorte que ces entreprises qui participent à ce schéma, à cet écosystème, grâce à l'État, feraient en sorte que ces entreprises-là, à un certain moment, on puisse titriser les dettes de ces entreprises avec l'aide de l'État, mais moyennant que ces entreprises rentrent dans un schéma de recherche et développement financier très faiblement, etc., et avec des contributions de l'État à travers la fiscalité, etc. Ceci donnerait un contenu pratique à la question de recherche et développement, etc. Ouais. Alors, le troisième point pour terminer, le troisième élément pour terminer, ça me fait 3 minutes en fait. Non, ça. Pour moi, c'est la présentation de ces messieurs hier, M. Sinéa, moi qui est génial sa présentation, l'histoire, et puis Dr Samuel, etc., suggère des éléments des éléments de considération sur la nécessité d'avoir des politiques publiques fortes, et précisément dans ce domaine de rapport entre la recherche, le développement et le développement économique, etc. Et lorsqu'on parle finalement de politique publique, on parle fondamentalement d'une démarche volontariste. Au-delà de toutes les contradictions, ou les controverses, etc., des questions classiques, non classiques, etc., et de toutes les approches que l'on pourrait avoir par rapport à l'approche de développement endogène et autres éléments de contenu savant pour faire un clin d'œil à ces messieurs, il y a un besoin d'une démarche volontariste en Haïti. Et qui dit démarche volontariste dit nécessairement un rôle fondamental de l'État. Et dans la lignée et à la manière de ce que a présenté hier le directeur général dans son discours, qui est le modèle des 3 hélices, qui pose la relation, la synergie, la nécessaire synergie entre l'État, l'université et le secteur privé. Dans le cas d'Haïti, il y a ce besoin fondamental, mais lorsqu'on confronte ce besoin fondamental à cette réalité, excusez-moi de la redondance, à cette réalité d'aujourd'hui, on voit que l'État devrait avoir ce rôle fondamental à jouer. Mais on dirait que finalement, dans ce que nous vivons actuellement, dans cette relation d'enchaînement et de cette interrelation, c'est l'État qui a le maillon faible. Il suffit de voir la relation de l'État en Haïti avec le savoir. Et pour définir, regarder de près cette relation de l'État avec le savoir en Haïti, il suffit de voir au Cap Haïtien, à Port-au-Prince, etc., un peu partout, des enfants qui courent les rues à 10h du matin, 11h du matin, à une journée d'école, une journée active d'école, qui courent dans les rues parce qu'ils n'ont pas de professeurs. Ils ont besoin de professeurs. Parce que tout simplement, on ne peut pas assez les professeurs ne font pas le travail, etc. Et ils sont là dans les rues. Et à un certain moment, ils se battent avec les policiers, etc., des choses de ce genre. Donc, voici la relation que l'État a avec le savoir. Donc, si l'État a cette relation avec le savoir, vous imaginez l'État qui devrait influencer le secteur de l'université en Haïti, qui est dans cet état que nous connaissons, de toute façon, de façon même équivalente par rapport à ces enfants de l'école secondaire qui sont dans la rue. Nos étudiants en Haïti, c'est comme pareil, par rapport à la situation que nous vivons en Haïti, et ceci depuis un peu après 1986, au moins.
Maintenant, la relation de l'État avec le secteur privé. Moi, de mon point de vue, il faut nationaliser l'État. L'État est privatisé. Mais privatisé dans sa totalité en Haïti. Bon, comment demander à l'État de jouer ce rôle fondamental de cette relation de synergie pour donner un contenu à l'activité de développement en termes d'impact sur le développement économique, à l'activité de recherche et développement en termes d'impact sur le développement économique, donc socio-économique, etc., quand l'État, dans ses rapports avec le secteur privé en Haïti, depuis un certain temps, mais au moins depuis ces 10-15 dernières années, etc., beaucoup plus fortement, on a comme l'impression que l'État est totalement privatisé. Totalement privatisé. Et donc il y a une démarche, un besoin de nationaliser l'État, c'est-à-dire faire en sorte que l'État devienne un espace au service de la collectivité et pouvons faire en sorte que l'État puisse donner contenu à la recherche et le développement. Merci, M. Pierre-Louis. Merci. Je termine maintenant. Donc, ceci étant dit, cette problématique de recherche et développement en Haïti nous renvoie à une problématique de l'État. Et le professeur Cadet, c'est de quoi je parle, lui qui a travaillé, qui a mis en place l'activité de la CNRA à la fin des années 90, etc., qui a regardé l'État de très près. Donc, cette problématique de relation entre la recherche et le développement économique, l'État, la problématique de l'État est au cœur de ceci. Merci. Merci, M. Pierre-Louis. Merci. Est-ce qu'on peut prendre des questions? On prend une seule question dans le public et en répondant, vous aurez l'opportunité de dire ce que vous voulez. Une seule question dans le public. Bon, s'il n'y en a pas, c'est tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est tant mieux. Et bon, il n'y en a pas. Donc, finalement, le temps est parti, est écoulé. Il n'y a plus de questions. Vous avez 40 secondes, vous avez demandé, c'est ça? Vous avez jeté un zéro, là. 40 secondes. Non. Alors là, maintenant, vous avez demandé où sont les acteurs en ce qui concerne la recherche scientifique en Haïti. Hein? Oui, j'ai demandé ça. Mais vous savez, on parle de l'État, par exemple. Par exemple, moi-même, la relation de l'État avec l'université, ce sont des questions qui me brûlent, mais malheureusement, je ne peux pas. C'est pour ça que je vous dis que je suis dans la contradiction du temps et mes commentaires. L'université, quand on dit la recherche, évidemment, on fait des recherches pour être utile à la communauté. On fait des recherches également qui doivent être validées, étant donné qu'on parle de l'universalité, c'est de la recherche. Donc, validées par des pairs, c'est-à-dire il y a une communauté scientifique qui doit valider. Mais pour obtenir la validation, il faut des recherches de qualité. Mais de qualité, il faut une formation de qualité, c'est-à-dire il faut une bonne université. Mais quand on est dans un contexte, on revient à l'État, où l'université fonctionne uniquement 3 mois sur 12, parce qu'on ne peut pas aller à l'université. Donc, il n'y aura pas de qualité. Donc, on parle de la question de recherche qui doit être validée par des pairs. Là, déjà, le problème se pose. Donc, l'université, l'État est un maillon faible parce que l'État doit créer le cadre, etc. Mais si le niveau de formation baisse au jour le jour, la faculté de médecine n'est même pas reconnue en Occident, aujourd'hui aux États-Unis, il y a un problème. Donc, déjà, le problème de recherche se pose. Donc, quand on parle des acteurs, mais c'est vrai, l'État, mais il y a beaucoup d'acteurs, justement, qu'il faudrait voir. Alors là, ce que je pourrais dire, c'est que, bon, si on entre dans cette profondeur de la problématique haïtienne actuelle, eh bien, il faudrait carrément fermer le pays. Pas vrai? Parce que ce que vous dites là, c'est valide pour tous les secteurs. Mais moi, en voulant parler rapidement, selon l'exemple de mon frère Hansi, c'est pour faire justice aux chercheurs haïtiens. Parce que moi qui ai été formé comme chercheur à l'étranger, pas vrai, mais tout en gardant un contact très étroit avec le pays, grâce à la BRH, je n'ai jamais perdu le contact avec la BRH, donc je venais constamment au pays. Eh bien, moi, j'ai rapport avec des collègues chercheurs haïtiens, des scolaires de Bello, pour qui j'ai le plus grand respect et je n'hésite pas à dire de l'admiration. Et cela explique que dans les 2 premières sessions, chers collègues, de notre fonds BRH pour la recherche et le développement, moi, secrètement, dans mon cœur, je me disais que peut-être on aurait 10 projets, 15 projets. En 2 sessions, on a eu 74 projets. Est-ce qu'il s'agissait de 74 projets stellaires? Certainement pas. Mais il y en avait de très bonnes factures parce qu'on n'avait pas d'obligation dans le conseil scientifique de mettre en avant des projets coûte que coûte.
Parce que moi, je suis sorti d'une école où on faisait des examens d'entrée, par exemple, en seconde. 72 élèves ont composé et les résultats, c'est admis aucun. Et puis c'est fini. Donc moi, certainement, j'aurais dit, bon, et monsieur le directeur exécutif, pas vrai, monsieur Gabriel, et nous avons une synergie entre nous, on voyait les choses de la même manière. Bon, on ne peut, en tout sérieux, on ne peut recommander aucun projet. Donc, il y a des projets sérieux, ouais, donc, alors, bien entendu, il faut toujours mettre des nuances dans l'affaire parce que, bon, ce sont des chercheurs formés à l'étranger, malgré les grandes faiblesses de l'université, mais ce sont ces chercheurs-là qui maintiennent une certaine structure de l'université. Bon, bien entendu, bon, nous parlons, bon, il y a le docteur Larieux qui a parlé ce matin, hein, il y a le docteur Pressoir, et docteur Pressoir a fait des travaux extraordinaires. Bien sûr, il y a quoi là? Il y a 4-5 ans, le GRAN, en fait, le docteur Pierre, dont je suis un fondateur aussi, eh bien, on a donné un prix d'excellence du scientifique de l'année au docteur Pressoir. Bien sûr. Et donc là, maintenant, nous, enfin, il faut rendre justice à ça. Il y a du potentiel. Nous avons professeur Cadet qui est un apôtre de l'épistémologie haïtienne. Donc moi, je ne vais pas passer à pieds joints sur ça. Venir avec, pas vrai, mes histoires de petits occidentalisés, Ouais. rester haïtien, et puis pour regarder de haut des collègues qui battent de l'eau pour faire du beurre. Là, il y a Esmeralda qui me dit de finir. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour ce panel sur le lien entre la recherche scientifique et le développement. Merci aux panélistes. Le débat est passionnant, mais le débat est constant. On peut continuer le débat, on va dire, à l'extérieur. Merci beaucoup.